Cette semaine, à partout dans le monde, Le plus grand avantage, c'est de pouvoir s'imprégner de l'environnement. La moto te permet de ressentir l'air sur ta peau, oui. d'avoir justement les narines gorgées de toutes les odeurs. L'attraction principale de pratiquement toutes les plaines aux États-Unis, c'est Corn Palace. Là. OK. C'est quoi? Ils font comme le château du bonhomme carnaval, mais en maïs? Exactement. Premier arrêt, justement, aux chutes des 1000 pieds, Qui t'avait dit de pas aller, qui m'avait dit de pas aller. puis que ça se faisait quand même bien. Oui. Bah oui, ça se faisait très bien, au sens que c'était pas un problème. La route, il n'y avait vraiment aucun problème. Et puis arrive là-bas, la moto démarre plus. Oh, oh. Non. Non. Fait que... Là, t'es parti pas de bagage, rien. Là, tu te promènes juste pour Ah le fun. oui, juste une petite randonnée d'une journée. Les conditions de bitume étaient mieux que celles de la queue du dragon. Là. OK. Donc oui, c'est vraiment une route d'exception. Et puis on arrive à Myeongsang, que la particularité, c'est que la ville est construite un peu autour d'un lac intérieur, avec les temples qui sont éclairés, qui reflètent sur le lac, et puis le marché de nuit, le night market, qui permet d'avoir la vision sur le temple et sur le lac. Donc, tu peux imaginer un peu, après avoir fait une superbe journée de moto, tu arrives justement à manger sur une petite terrasse de la bouffe de rue face justement à un temple blanc immaculé, bien illuminé, qui est réfléchi par le lac. C'est exceptionnel. C'est Wow. des journées mythiques. Ben oui. À l'épisode d'aujourd'hui, on parle de voyage de moto avec Luc. De tous les moyens de transport dont on dispose pour découvrir le monde, la moto en est un que plusieurs affectionnent. J'ai rencontré Luc, un fervent motocycliste de longue date, qui a voyagé sur plusieurs continents en utilisant la moto. Ne se tarissant pas d'anecdotes et de conseils, voici la première de 2 parties de mon entrevue avec lui. Salut Luc, Salut Nicolas. ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là à l'enregistrement du podcast partout dans le monde. Je voulais vraiment t'inviter au podcast parce que tu fais des voyages, mais tu fais des voyages d'une façon particulière qui n'est pas traditionnelle avec ce que les gens font d'habitude. C'est que toi, tu pars en voyage. Quand tu es rendu à ta destination, tu te loues une moto et c'est là que ton vrai voyage commence. Ben, c'est sûr que moi, quand tu parles des voyages de moto, les dernières années, c'est plus clair. Quand on a fait, grosso modo, la totalité du Québec, quand on a fait une bonne partie du Canada, une bonne partie de l'Amérique, la prochaine étape, mais c'est d'aller encore plus loin, hein, tu sais bien. Oui, oui. Donc, comment aller plus loin en moto? Ben, ceux qui sont plus fortunés, ils vont dire, ben, c'est pas compliqué. Tu mets ça dans un crête, tu mets ça sur un bateau, sur un avion, tu t'achètes un autre. Quand tu es moins fortuné, ben, tu te dis, bon, on va se déplacer, puis on va trouver quelqu'un qui loue une moto. Fait que c'est ça Puis, que, c'est ça que tu fais, là. Les derniers voyages, exactement, c'est ça que j'ai fait. Et puis, les prochains voyages, c'est pratiquement ça que je regarde aussi. Parce que pour moi, c'est clair que la meilleure façon de découvrir le monde, bien, c'est sûr, c'est sur ses pieds. Mais on peut faire... On est limité en termes de distance. Donc, quand on a, par exemple, une moto, bien, on n'a pratiquement aucune limite. On peut aller un peu partout, même ceux qui voyagent avec Google, on va sûrement en parler tantôt, surtout avec Google Maps. Si on se fait avec Google Maps en Europe, en Asie, mais souvent, avec une voiture, c'est clair qu'on ne peut pas passer là. Oui, oui. Mais habituellement, les endroits où est-ce qu'on peut passer à pied, ben, on peut passer en moto. Oui. Puis, si on fait juste un petit retour en arrière, toi, tu fais de la moto depuis quel âge? Ben, depuis quel âge? Au sens que j'ai commencé à faire de la moto à 14 ans. Partout dans le monde, on va dire, on commence à faire de la moto quand on roule un scooter ou encore Oui, une oui, mob, oui. comme Oui, diront nos cousins français. Puis, depuis 14 ans, j'ai toujours eu une moto. Certains appelleront pas une moto un scooter, là. Mais depuis l'âge de 14 ans, puis nos premiers petits voyages, justement, en scooter, on va aller de l'autre côté, justement, de la rivière. Moi, je suis originaire de Valleyfield, donc on va aller à Sainte-Anicette, on va prendre le pont. Donc, des voyages d'exception. Pour un jeune de 14 ans, c'était vraiment un voyage extraordinaire, un voyage d'une journée. Donc, depuis l'âge de 14 ans, ben oui, c'est vrai que la moto, ben, c'est mon moyen, c'est mon véhicule pour voyager, t'en que as- j'affectionne le plus. Puis, t'en as tout le temps eu une?
Ben, j'en ai toujours eu une, oui, qui fonctionnait, mais ça, on pourra s'en reparler. Mais oui, j'en ai toujours eu une. OK, fait que ça a tout le temps fait partie de ta vie, puis ça a toujours été dans ton style de vie de voyager en moto ou d'utiliser une moto pour te déplacer. Ben, c'est sûr que dans la vie, les choses vont et viennent. Oui. Quand je te disais tout à l'heure, à l'instant même, que j'ai toujours eu une moto, mais que cette moto-là n'était peut-être pas nécessairement toujours fonctionnelle. Oui, oui, oui. Donc, il y a des années que j'ai laissé la moto. Et puis, la vie nous amène des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes passions que nous. Donc, la moto est venue et puis est partie, mais elle est revenue par la suite. Comme les voyages en moto. Pendant un certain moment donné, on continue à faire de la moto, mais un autre type de moto. Donc, à un certain moment donné, j'ai fait de la course. Donc, on a fait des voyages de moto. Pour aller faire des compétitions. Pour aller faire de la course, puis aller faire de l'entraînement aussi de moto. Partir plusieurs semaines en Floride pour dire, bon, on va en Floride faire de la moto. Mm-hmm. Mais t'es pas parti en moto? Non. Ben, qu'est-ce que t'as fait là-bas? On a fait de la moto. On a passé 2 semaines dans un parc de moto, un parc fermé, à faire de la moto dans ce parc-là. Justement, c'est... Puis, par la suite, j'ai redécouvert les voyages de moto. Et puis, depuis, j'ai dit, ben là, il faut un équilibre. Donc, voyager, continuer à faire de la moto, en parc aussi. Donc, oui, tout à fait. Là, si on faisait un petit résumé des voyages que tu as faits puis dans lesquels tu as utilisé une moto, c'est quoi les endroits que tu as visités en moto? En prenant une moto pour voyager, là? Ben, le premier voyage a été visiter la ville de Québec. À 16 ans, avec ma nouvelle moto, ma première vraie moto. Oui. Donc, visiter la ville de Québec. Par la suite, j'ai voyagé pas mal à travers le Québec. Je l'ai visité quasiment d'un bout à l'autre. À l'université, le premier voyage international. Donc, j'ai été aux États-Unis d'Amérique. Donc, on était quand même assez... pas cavalier, mais... Cowboy? Cowboy. Okay. Cowboy, au sens que pour ceux qui font de la moto, descendre à 2 en Californie à partir de Montréal sur un Interceptor 750 Honda, c'est assez cowboy. Fait qu'avec quelqu'un en arrière de toi, là. Quelqu'un en arrière de moi, en pleine autonomie en plus. Donc, avec tente, sleeping bag, tapis de sol sur un Interceptor 750. Okay. Donc, un gros 3 semaines. Californie. Par la suite, plusieurs autres voyages aussi aux États-Unis. Premier voyage d'aventure à l'international au Costa Rica, à 2 reprises, au sens qu'on a loué des motos là-bas. Par la suite, Thaïlande, Cambodge, récemment au Belize. Donc, quelques pays à travers le monde. Là. Et l'Europe aussi? Ou Europe aussi, tout à fait, au sens qu'à 2 reprises, en Europe, en Espagne, mais en Catalogne. On ne froissera pas les Catalans. Et puis, justement, au Portugal, juste à côté. Fait que tout ça dans le même voyage, quand tu dis que tu es allé en Catalogne et après ça au Portugal, c'est dans le même voyage? C'est 2 voyages différents? Non, c'est 2 voyages différents. C'est 2 voyages exactement, différents. c'est 2 voyages. Fait que t'en as fait quand même pas mal, là. Ah, quelques-uns. Ouais. Quelques-uns. Bien entendu, j'ai des copains qui, eux, ils ont fait pratiquement l'Amérique de A à Z, de l'Alaska jusqu'en Terre de Feu, ou encore l'Afrique, le continent africain. Mais oui, je peux être fier d'avoir fait quelques beaux voyages de moto. Fait que là, en ce moment, t'as une moto. Oui. Est-ce que t'as plusieurs motos? Ben, je suis malheureusement obligé de dire oui. OK. Puis c'est quoi les types de motos que tu as ou que tu utilises? Mettons, autant quand tu es ici au Québec ou que tu te promènes en Amérique du Nord avec tes motos, versus qu'est-ce que tu prends quand tu vas en voyage en moto? C'est quoi les motos que tu utilises? Ben, c'est un bon point, Nicolas, au sens que chaque moto a son application, sa fonction. Puis, de la même façon, il y a divers types de voyages de moto. Les motos que je possède présentement, j'ai une BMW R 1200 GS Adventure, la GSA. Donc, une moto, moi, ce que j'appelle l'éléphant des sentiers, qui a une certaine capacité d'hors-route, mais on s'entend qu'il est assez minimal. Puis d'un autre côté, la configuration de conduite qui ressemble énormément à celle d'un Goldwyn. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu le confort de cette moto-là. Et puis avec une certaine capacité hors-route. Donc, c'est la moto, pour ceux qui ont déjà vu ce style de moto-là, qui est un petit peu haut sur pattes. Je vous ai parlé d'un éléphant, donc assez grosse, puis avec les traditionnelles valises en aluminium, là, justement, derrière. Fait que dans le fond, ça ressemble... Là, je vais une image très grossière, puis peut-être que tu vas être offusqué de ça, là, mais c'est comme, dans le fond, c'est un gros motocross avec lequel tu peux mettre des valises dessus. Ben, des valises comme des caissons. Ben
oui et non. Ben, ça m'amène à te parler de ma deuxième moto, OK. qui est une moto d'enduro, qui ressemble en tout point à un motocross. Pour ceux qui ne connaissent pas le sport qui est l'endurocross, c'est une moto qui ressemble en tout point. Cependant, une vraie moto d'enduro aura un phare, aura un feu à l'avant, aura une suspension qui est plus souple, là, justement parce que c'est pas une moto qui va faire des sauts, bien qui va faire du sentier. La boîte de transmission va être différente. Donc, pour le commun des mortels, ben, c'est sensiblement la même moto, mais pour le passionné et puis pour le rider, ben, c'est deux motos qui sont totalement différentes, là. Puis pour quelle fonction tu utilises une moto d'enduro? Ben, une moto d'enduro, c'est vraiment une moto de course. OK. C'est une moto de course au sens qui est adaptée au sentier, à tous les types de sentiers. Puis bien entendu, quand on dit tous les types de sentiers, on y va plus du côté hors route que du côté justement en route, là, tout à fait. Puis ben, c'est la pratique du sport qui s'appelle l'enduro, là. OK. Puis la troisième moto, mais il y en a trois? Il y en a trois. La troisième moto, qui est une moto qu'on se dit de Project Bike, donc une citadine, là, qui est une vieille Silver Wing de Honda qui se veut être une moto, comme je disais, de Project Bike. Donc, c'est un projet pour éventuellement, peut-être, dans un futur pas si lointain, devenir un café racer. Donc, vraiment une moto de ville pour du petit voyage urbain. OK, donc pour, mettons, aller travailler ou des trucs comme ça. Disons pour aller travailler. Disons pour aller travailler ou pour faire juste des petites affaires aux alentours. Pour la promenade, exactement. OK. Tout à fait. Comme tu dis, chaque moto a sa fonction. Toi, tu as ces trois motos-là. Et les motos que tu utilises quand tu vas faire des voyages et que tu vas te déplacer en moto, c'est quoi les motos que tu vas utiliser? Ben, c'est les motos qui sont adaptées justement au terrain. Okay. Et puis surtout ce qui est disponible. Ce qui est disponible, oui. Ce qui est disponible. Le dernier voyage au Belize, au sens que tu n'as pas le choix, là, il y a un modèle, puis tu prends qu'est-ce qu'il y a. Okay. Donc, d'un autre côté, c'est un modèle qui était relativement bien adapté, au sens qu'un petit 250 semi-route, semi-trail, chinois, taïwanais. À la limite, ça aurait pu faire le travail. On pourra compter l'anecdote un peu plus tard. Oui. Mais sinon, en Europe, où on fait beaucoup moins, bien entendu, de sentiers ou de routes ou de routes un peu moins carrossables. Donc, on va privilégier une moto qui est plus rapide, qui est plus confortable. En Asie, on va s'assurer d'avoir un équilibre des forces. Oui. Donc, une moto qui peut faire du sentier parce qu'il y a de très bonnes chances qu'on veuille aller en sentier. Si on veut visiter un petit village, là, on veut justement sortir de la route pavée pour se rendre jusqu'à l'attrait. Ouais. Et puis, d'un autre côté, mais il y a aussi du kilométrage à faire. Donc, on veut une moto qui est suffisamment puissante pour pouvoir parcourir ce kilométrage-là. Donc, il y a un équilibre. Donc, on va avoir une moto qui est plus une moto intermédiaire. Là, tu dis, quand tu dis que tu vas trouver la moto qui est disponible quand tu pars en voyage, dépendant de ce qui est disponible, comment tu trouves tes motos? Comment tu t'organises pour... parce que j'imagine que c'est pas comme aller sur le site de Hertz ou d'Enterprise pour louer une voiture. Comment tu trouves les motos quand tu fais des locations pour à l'étranger? Mettons, j'imagine que tu es fait à l'avance ou tu le fais sur place? Bien, en Europe, c'est comme Hertz. Hertz loue des motos en Europe. Ouais. OK. Au sens, c'est beaucoup plus facile, c'est clair. Le principal outil de recherche, mais c'est le web. C'est le web. Mon premier voyage qui date de déjà pratiquement 15 ans au Costa Rica, c'était le début du web. Le web était déjà suffisamment avancé pour que mon locateur avait déjà pignon sur rue sur la toile et puis qu'on puisse le retracer. Okay. C'est clair que la première recherche se fait sur le web comme tel. Certains pays, mais le web est pratiquement inexistant, là, au sens que ça devient plus difficile. Donc, par exemple, ça serait quoi? C'est du bouche-oreille. Bien, aussi difficile que aussi... comment, pas difficile, mais aussi incroyable que ça puisse paraître. Juste le dernier voyage au Belize, c'était toute une aventure. Juste trouver un véhicule, puis trouver une moto en plus, et on peut imaginer que c'est encore plus compliqué. Est-ce que tu dis trouver un véhicule et une moto? Il a fallu que tu fasses les deux? Ou... Non, au sens qu'au départ, je cherchais pour une moto. J'ai pas réussi à en trouver une. Donc, j'ai dit, on va se réfugier derrière le 4 roues. Oui, OK. Donc, avoir une voiture, ce qui n'a pas été aussi possible. Et puis, finalement, dans un petit village avec un petit locataire, donc j'ai réussi à trouver une moto. Donc, parfois, il faut creuser un petit peu plus, là. Puis ça, c'est une fois que tu étais rendu là-bas là, que tu as trouvé. Tout à fait, exactement. Fait que quand tu es parti, tu savais pas si tu aurais une moto ou pas, là. Exactement. OK, c'est vraiment pas de la loc, mais il a fallu vraiment que tu fouilles pour en trouver une. Oui, tout à fait. Mais il faut dire cependant que mon dernier voyage était en Asie. Avant ça, entre l'Asie et puis le Belize, j'ai fait 2 voyages en Europe, mais c'est pas dans la même dynamique. On s'entend en Europe, si on a un problème d'approvisionnement en Europe, il y a des bonnes chances que
Oublie ça même pour chez nous, ici au Canada. Là. Qu'est-ce que tu veux dire en approvisionnement? Jamais que tu vas avoir un problème à te louer quelque chose en Europe ou Ah, encore OK, tu vas c'est de arriver la à l'épicerie. disponibilité. Exactement, OK, la OK, OK. disponibilité, tout à fait. OK. Puis en Asie, là-bas, tout est trop accessible. Donc, surtout en Thaïlande, pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, au sens que ceux qui disent qu'ils ont eu de la difficulté à trouver quelque chose, en Thaïlande, d'après moi, c'est que... Ils n'ont pas cherché? Non, ouais, ils n'ont pas cherché fort. OK. Exactement, tout à Fait que fait. tu peux trouver vraiment n'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Et puis, c'est pratiquement le paradis pour ça. Par exemple, la ville de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, la quantité de motos en location qui est là-bas, si tu ne réussis pas à trouver même le modèle que tu désires, c'est parce que Un modèle spécifique. un modèle spécifique, exactement. Donc, tu as l'embarras du choix. La disponibilité est très facile. Donc, après avoir connu l'abondance, c'est clair que c'est plus difficile par la suite. Donc, comme par exemple le Belize, que là, c'était compliqué. Oh oui, là, on Mais est en pénurie grave. Mais c'est-tu parce qu'il n'y en avait pas ou c'est pas quelque chose qui est courant là-bas de faire des locations de moto? Bien, c'est qu'il y en a très peu aussi au départ. Donc, il y a très peu d'importation. Il n'y a pas de distributeur. Donc, juste sur le marché de la moto comme tel, quand on arrive dans le pays aussi, on est en mesure de voir quelle est la culture moto d'un pays ou d'un autre. Là, c'est clair que l'ensemble des pays n'ont pas tous la même culture au niveau de la moto. L'été passé, j'étais au Portugal, puis j'ai loué justement une moto relativement facile d'accès, au sens qu'avec un site web, tu réussis à trouver les locataires, c'est-à-dire avec Google, tu réussis à trouver les locataires parce qu'il y en a plus qu'un. Et puis, il n'y a pas de problème de disponibilité de moto. Okay. Cependant, on ne peut pas dire que le Portugal, c'est un pays où il y a une culture moto. Ah, Donc, OK. il y a très peu de motos. Dans les villes, très peu de motos. Des stationnements de motos qui ne sont pas comme, exemple, à Barcelone, à Madrid ou encore à Paris, où est-ce qu'il y a vraiment une culture. C'est sûr qu'en France, les gens vont dire, ouais, c'est pas une culture de la moto, c'est du scoot. Mais on s'entend que le 2 roues est omniprésent. Là. Oui, puis c'est plus facile aussi à stationner parce qu'il n'y a pas tant de place que ça dans les villes, surtout dans les grandes villes comme Paris, justement. Les gens vont beaucoup utiliser les scooters ou les motos parce que c'est facile de se déplacer dans la circulation, puis c'est facile à placer n'importe où dans la ville. Fait que t'as pas le problème de garer ta voiture avec une moto, ou t'as moins le problème. Ben ça, le problème au niveau de la moto, c'est où tu gares ta moto. Tout dépendant de l'endroit où tu es dans le monde. Ouais. Puis c'est un bon point que tu amènes, que là, au sens qu'à Barcelone ou à Paris, tu ne te poses pas la question, il y a un bout de trottoir, ben, tu stationnes ta moto là. Oui. Ben, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on pourrait faire ça à Montréal? C'est Probablement sûr que non. pas, non. Mais est-ce qu'on peut faire ça à Lisbonne? Ah, bonne question. Bonne question. C'est le style de question un peu qu'on se pose quand on conduit une moto à l'international. Là, il y a le cas spécifique, justement, du stationnement. Puis là, tu apprends que non, il y a des endroits qui sont spécifiques pour parcs, la ouais. moto, Ouais. puis qui sont bien indiqués. Il y a plein de petits apprentissages. Là. Puis toi, justement, quand tu donnes l'exemple du Portugal puis de Lisbonne, est-ce que tu t'étais renseigné avant de partir ou est-ce que tu es arrivé là puis tu as fait OK, là, on va y aller comme les Romains, quand on est à Rome, on va faire comme les gens font ou tu t'es renseigné une fois rendu là-bas? Je lis un petit peu sur la destination, bien entendu, je me documente. Sur la conduite proprement dite, non. Le code de la route? Le code de la route comme tel, c'est sensiblement le même code à travers le monde, Oui. à peu de choses près. Oui. Il y a certaines particularités. Là, Des fois, c'est très local aussi. Des fois, c'est municipal. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a des particularités, mais au sens large, il y a une grande règle, je pense, sur la route, puis si ça doit s'adresser tant aux motocyclistes qu'aux automobilistes, c'est la courtoisie. Oui. Souvent, on rencontre, puis au Portugal, on était assis avec 2 Québécois à un certain moment donné, puis ils disaient hey, « Man, je sais pas comment tu fais pour conduire ici, c'est l'enfer. » Mais comment? Quel est cet enfer-là? Tu as un boulevard de 4 voies, puis toi, tu es dans une ruelle. Mais je pense que c'est normal que le boulevard de 4 voies ait priorité sur la ruelle, même s'il n'y a pas d'arrêt, s'il n'y a pas de signe de stop. Là. Tu vas y aller quand tu vas pouvoir. Donné, c'est la grosse logique. Là. Oui. Donc, puis aussi la courtoisie. Donc, bien entendu, ici, on a beaucoup de difficultés de la courtoisie, puis on veut que tout soit bien légiféré, mais c'est pas le cas. Mais c'est clair qu'au niveau de la signalisation, il faut parfois prendre un temps d'arrêt. Pour comprendre. Exemple, en Thaïlande, on conduit de l'autre côté de la route. C'est à l'envers. Là. C'est à l'envers. En voiture, on ne se pose pas de questions parce que, justement, le volant est de l'autre côté. Mais en moto, c'est autre chose. Surtout quand on va faire un virage vers la gauche. Mais vers la gauche, nous, on se déporte vers l'extérieur. Mais là, non, c'est un virage serré. Là,
Donc, oui, Ou ça comme peut rentrer- nous surprendre Ouais, ouais, ouais. à quelques occasions. Puis on voit des images des fois dans les pays d'Asie, tout ça, qu'il y a des nuées, mais des nuées de motos, de mopettes, justement, de scooters, tout ça. Comment ça se passe? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment de règles. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais pourtant, il n'y a quasiment pratiquement jamais d'accident. C'est très fluide, ça se passe bien. Comment ça se passe en réalité? Ben, c'est ce que je viens tout juste de te mentionner, c'est la courtoisie. Ben, moi, étant un bon Nord-Américain, mais je prends toujours une cylindrée un peu plus importante, donc j'ai l'occasion de partir à l'avant, puis je reste à l'avant. OK. Donc, ça facilite un peu, puis c'est un petit peu ma façon de voir, entre guillemets, la sécurité, surtout dans ces masses-là. De ne pas nécessairement être au cœur de la masse, puis être pris au centre de cette masse-là. J'essaie toujours de me mettre en position de sécurité. Là. Donc, de te détacher de la masse. Exactement, de me détacher de la masse. Là. Okay. Parce que c'est clair qu'en Asie, la très grande majorité, mais c'est des petites motos. Oui. Donc, beaucoup de scooters. Oui. Beaucoup de scooters, beaucoup de petites motos. Donc, exemple, à Thaïlande, j'avais loué seulement qu'un 500cc. Pour ici, un 500cc, on se dit, ben voyons donc, c'est même pas une petite moto, c'est en dessous de ça. Puis là-bas, mais un 500cc, déjà là, tu as le double cylindrée de la moyenne des gens. Okay. Si tu as le double cylindrée de la moyenne des gens, donc il faut le dire, tu es pas mal en avant des autres là, oui. si tu sors la poignée un peu. Oui, donc, tu peux vraiment sécuriser tes arrières sans jeu de mots. Puis, les voyages que tu fais comme ça, la plupart du temps, tu les fais seul ou tu pars avec des gens, tu pars en groupe? Comment ça se passe? 99,9% du temps, c'est seul. Oui. C'est seul ou avec une compagne. Oui, OK. En groupe, il peut y avoir des voyages qui sont intéressants. C'est sûr qu'il y a tout le temps la dynamique d'être en groupe. De rouler en groupe aussi. Exactement. Mais des très gros groupes, je ne suis pas un gros fanatique de la chose. Le volant vraiment rouler en troupeau. Et puis, j'aime mieux avoir mon indépendance, ma liberté. Et puis, de profiter justement de ce qu'apporte la moto, c'est la liberté extrême. Oui. Un voyage à New Orleans, au sens qu'on descendait le long de la rivière Mississippi. Puis, on a suivi la Mississippi. Puis même, on roulait sur la digue. Tu n'as pas le droit de rouler sur la digue, au sens que tu ne pourras pas faire ça en voiture. C'est une évidence. Mais non, on va descendre, on voit un petit village. On pourra sûrement faire un bout sur la digue. Fait qu'on a fait un bout sur la digue jusqu'au prochain croisement routier. Puis après ça, on a repris la route. Mais c'est des choses, justement, que tu ne peux pas nécessairement faire en troupeau. Oui. Et puis, si tu n'es pas en moto, à pied, tu peux le faire, oui, mais c'est une bonne randonnée. Là. C'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que ton voyage en moto, tu vas avoir des faits exceptionnels que tu ne pourras pas avoir ailleurs, puis autrement qu'avec ce moyen de transport-là. Puis, on va en venir justement à des anecdotes puis des faits exceptionnels. Mettons que tu essaierais de me vendre l'idée de faire un voyage de moto, moi qui n'en fais pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'en a jamais fait pour y vendre l'idée de faire ce genre de voyage-là? Bien, le plus grand avantage, c'est de pouvoir s'imprégner de l'environnement. OK. La moto te permet de ressentir l'air sur ta peau. Oui. D'avoir justement les narines gorgées de toutes les odeurs, traverser les Black Hills dans le Midwest américain, où on est pratiquement rendu dans l'Ouest, et puis d'avoir l'odeur des conifères puis des baies genévriers dans le nez, oui. avec l'odeur du sable et puis qui s'assèche après une petite pluie. Tu peux pas retrouver ça avec pratiquement aucun moyen de transport. Aller dans des endroits reculés, oui, tu peux le faire. Les gens qui sont des amateurs de sport équestre, ils vont dire, tu peux le faire à cheval, oui, tu pourrais le faire à cheval, mais ça peut t'amener dans des endroits extraordinaires. J'ai passé 4 jours, à un moment donné, dans un voyage où on descendait en Californie, 4 jours dans les sentiers de l'Utah. Donc, on était vraiment comme le Far West pouvait être. Et puis, il y avait justement des ruines de camps, de colons de l'époque, sur le bord d'un petit ruisseau, d'un petit creek. Et puis, tu traverses justement ce petit creek-là avec ta moto. Donc, tu es vraiment dans des milieux qui sont d'exception, là, que c'est très difficile d'aller là si tu n'es pas avec ce mode de transport-là. Parce que c'est des sentiers ou c'est des pistes genre de gravel que tu ne pourrais pas nécessairement faire en voiture parce que c'est des sentiers qui sont assez difficiles à emprunter en voiture? Ou... tout à fait. Là, c'est sûr que là, on est loin du trip de Road 66. Là.
Oui, oui. Au sens qu'avec son Harley ou sa moto de route comme telle, là, Oui. on est plus en sentier, puis on est plus dans le domaine du hors-route. Là. OK. Puis c'est des sentiers qui vont être réalisables soit en Jeep, en 4x4, mais c'est clair que si quelqu'un dit, moi, je vais partir avec ma Civic aller faire les sentiers de l'Utah ou le White Rim, justement, dans la vallée du Moab, c'est impossible. Là. C'est sûr que c'est de la conduite hors route. Là. Donc, ça nous amène dans des endroits... Ben, c'est l'avantage de la moto. Puis la moto me permet d'avoir divers styles, les diverses communautés. T'sais, je viens juste de t'aborder le Road 66 que j'ai fait aussi. Oui, oui. Mais c'est sûr, c'est un autre voyage que passer 4 jours dans les sentiers de l'Utah. Oui. C'est T'es pas sur la une route même- asphaltée, C'est pas la puis- même dynamique Ouais, du tout. Puis le voyage au niveau culturel, mais c'est pas la même chose. Là, tu vas voir quelques ruines indigènes, quelques ruines, justement, des colons qui ont colonisé l'Amérique. De l'autre côté, mais tu as la vieille histoire des années 50. C'est pas la même histoire qui nous est racontée, là. Ouais, Tout ouais. dépendant du voyage. Mais Ouais, ça, ouais. je t'apprends rien. Hein. C'est un peu pour ça qu'on voyage. Oui, oui, pour oui. pouvoir connaître des histoires puis par la suite les raconter. Oui, oui, oui. Pour, mettons, les autres pays comme l'Asie, justement, ou le Belize, comment ça s'est passé pour justement faire ce genre de voyage-là? Mettons, si on prend l'exemple de la Thaïlande, de où tu es parti, puis qu'est-ce que tu as fait comme trajet, puis qu'est-ce que tu as vu pendant ton voyage en Thaïlande? Ben, Thaïlande, au départ, c'était un voyage qui était peu planifié. OK. Dans ma vie, j'ai compris, puis on pourra parler un moment donné du voyage, de mes 2 voyages de moto au Costa Rica. OK. Et puis le premier voyage qui était beaucoup trop organisé, au sens que pratiquement chaque heure et demie était coordonné avec le nombre de kilomètres à parcourir, le temps pour visiter tel ou tel volcan, le temps allongé à la plage, etc., etc. Là. Et chaque hôtel booké d'avance. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, on arrive dans un hôtel, un petit Best Western, là, vraiment avec des petites cabines, avec la piscine au centre, là, le typique là, Typique. costaricain. Oui, oui, oui. Et puis, on voit la belle pancarte devant l'hôtel qui dit chambre à 69,99 US. Là, tu dis, ben, attends un petit peu, là, parce que moi, j'ai payé 129,99 US. Là. Fait que là, tu arrives justement à la réception. Est-ce que c'est possible de canceller la chambre puis d'avoir votre tarif? Il dit, ben non, monsieur, c'est déjà prépayé. Donc, ça a été une petite douche froide. Puis, ça a été l'élément déclencheur qui me disait, mais t'es peut-être pas assez spontané dans tes voyages. Ce qui nous a amené le deuxième voyage où on avait fait ce que je fais à l'heure actuelle. C'est les premières nuitées. Et puis, c'est tout. Puis, de toute façon, il y a des bonnes chances que tes valises n'arrivent pas à temps. Donc, c'est peut-être préférable d'avoir un plan arriver, B. Ça peut arriver. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est Mais- déjà arrivé. Exactement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, mieux vaut prévenir. Oui. Donc, les premières nuitées, puis par la suite, on y va au gré du vent. Bien entendu, c'est pas toutes les destinations qui pourront permettre de partir comme ça au gré du vent sans aucune réservation, bien entendu. Là. Oui, oui, Cependant, mais la très grande majorité des endroits vont pouvoir le permettre. oui. Ça dépend aussi si tu voyages pendant la grosse période des vacances ou si tu es complètement hors saison. Puis, Ben, exactement. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris le virage de la spontanéité. Et puis, la Thaïlande, c'était un voyage de 4 semaines qui était très peu organisé au départ. Comme je le mentionnais, l'arrivée à Bangkok, c'est sûr que tu passes quelques jours à Bangkok. Après ça, on remonte au nord. Là, c'était ta première fois. Tu n'étais jamais allé en Thaïlande. Jamais été en Asie, exactement. Fait que c'était ma première fois en Asie. Fait que quelques jours à Bangkok, on monte au nord. On va passer quelques jours à Siem Reap au Cambodge pour voir les ruines encore vivantes. Et puis, on doit finir ça tranquillement sur la plage. Quand tu dis on, C'était ma planification. quand tu dis on, c'est toi tout seul. là. C'est moi tout seul. C'est moi et moi-même. C'est D'accord. moi et mon copain là, qui est assis sur mon épaule. OK. Que lui, des fois, qu'il faut que je contrôle. Le petit diable avec la queue. Oui, surtout en moto. Ça revient un petit peu avec ce qu'on abordait au niveau de la réglementation, qui crée une certaine confusion au sens que dans mon livre à moi, en Asie ou en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique, à part, bien les entendu, États-Unis puis à le part Canada. nous autres, et l'Europe, mais tu fais ce que tu veux en moto. Tu penses à ta survie puis à ton plaisir. OK. Et puis, quand on arrive en Europe, c'est là que c'est un petit peu plus confondant, au sens qu'il y a une présence policière omniprésente, un peu moins que l'État policier d'Amérique, mais quand même, présence policière importante. Donc, par la force des choses, il y a un contrôle puis il y a un risque aussi de se faire prendre. Oui. Donc, ce qui est arrivé, les premières heures, même les premières journées de conduite de moto à Barcelone, je me faisais toujours klaxonner par les automobilistes
Je dis, mais voyons, non, pourquoi je me fais klaxonner? Là? J'ai une conduite irréprochable, impeccable. Au code de la sécurité routière, impeccable. Oui, pour nous. Cependant, mais pour eux, faire du tricot, faire du tricotage puis du slalom entre les voitures, mais c'est permis, puis même c'est encouragé. Ah, OK. Donc, un motocycliste qui reste dans la file des voitures, mais non, Ça n'a pas rapport, là. t'as pas rapport, là, t'es une nuisance, là. Allez, dégage, là. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à l'intersection, et puis il y avait 2 lignes d'arrêt. Une ligne d'arrêt pour les autos, et puis une ligne d'arrêt pour les motos. Qui était une ligne d'arrêt pour les motos qui était en avant celle des... Exactement, pour permettre, comme je te le mentionnais, aux motocyclistes de tricoter, de se faufiler justement Et d'être en avant dans les des colonnes autos. de voitures pour arriver au feu de circulation à l'avant des voitures, puis de partir à l'avant là, juste pour fluidifier le trafic. C'est vrai que j'ai déjà vu ça en Europe, effectivement, puis c'est vrai qu'on n'a pas ça ici. Non. Ça serait jamais permis, de toute façon, de tricoter entre les voitures. Là. Mais c'est permis à l'heure actuelle. Il y a un projet pilote cet été à Toronto. Ah oui? Peut-être un jour. D'accord. Passerons-nous dans une culture moto, mais un jour peut-être. Puis, dans le fond, ce que tu disais, c'est qu'en Asie, tant que tu fais attention à ta propre sécurité, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Ah, exactement. Et à la sécurité des autres, j'imagine? C'est sûr. C'est implicite, oui. Tantôt, je parlais de courtoisie. Donc, par la force des choses, si on est courtois envers les autres, puis on est respectueux envers les autres, mais on va, par la force des choses, même préserver notre sécurité. Ah oui, tout à fait. OK. Donc, ce qu'on disait, c'est que quand tu es arrivé à Bangkok, tout ça, là, tu as eu besoin de t'adapter à la conduite là-bas. Mais comment ça s'est passé? Pas tant, au sens qu'en Asie, c'était très, très, très facile la Ah oui? conduite. Ah oui, beaucoup, beaucoup, pratiquement plus facile qu'ici. OK. J'avais une moto, pas une moto de grande performance, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une 500cc, mais suffisamment puissante pour être à l'avant et puis pour être toujours dans une belle position. Ça, c'est plus dans les grandes villes ou dans les villes où est-ce qu'il y avait plus de Tout à monde. fait. Puis, suffisamment malléable aussi pour pouvoir faire un peu de sentier. Donc, pour aller voir les dames avec le col allongé. Oui, Donc, oui. ben, par la force des choses, ben, il y a une certaine parcelle de sentier à réaliser, là, au sens qu'il y a un petit peu de route de boîte. OK. Donc, la moto permet ça, au sens que, bien entendu, on pourrait le faire en 4x4, là, mais la moto peut te permettre ça, là, exactement. Puis quand tu pars, mettons, justement, comme dans un voyage que tu as fait en Thaïlande, qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi ton équipement? Est-ce que il faut que tu apportes ton casque? Comment tu t'organises là-bas? Bien entendu, les voyages qu'on a un peu plus d'aventure. Costa Rica, on avait même notre équipement de base de moto. C'est-à-dire Puis les même, plastrons, je les dis, genouillères? Non, pas jusqu'au plastron, mais juste les bottes de motocross. Oui. Donc, des bottes rigides, le casque, un vrai casque, et non pas le casque de location, là, avec un manteau avec protection, là, sans plus. Puis on était plus à risque au sens qu'on savait qu'on ferait beaucoup d'hors-route. Ben, d'hors-route. Tout étant relatif aussi, là. Quand on parle des conditions de route à l'étranger, ça, il faut en prendre et en laisser, là, hein. Je pense que tu conviendras comme moi. Oui, Là. oui. Si on parle d'un citadin qui n'a jamais quitté la ville, mais c'est clair qu'il n'y a pas la même perception des routes que quelqu'un qui va à la chasse et à la pêche à tous les week-ends. Là. Oui, oui, oui. Donc, n'importe qui a déjà passé quelque temps dans une pourvoirie au Québec, mais il va se rendre compte que les routes à l'étranger ne seront pas dans des si mauvaises conditions que ça. Donc, il faut toujours relativer les choses. Il faut toujours relativer les choses. Et puis, c'est un peu drôle parce que le dernier voyage au Belize, mon locataire, il me dit « Ah non, tu ne peux pas aller à cet endroit-là. » Mhm. Il y avait un endroit qui s'appelait Thousand Feet Falls. Donc, non, on va pas là. La route est impraticable. La route est impraticable. Je dis, bon, quand même, je conduis, j'ai quelque peu d'expérience en moto. Donc, si c'est vraiment si impraticable que ça, mais je rebousserai chemin. Là, on sent. Bon, oui, Et puis, ils savent pas non plus l'expérience de conduite que les gens ont quand ils louent ces véhicules-là non plus. Là. Ben exactement. Ouais. Puis c'est sûr que le locataire doit faire. Il protège ses arrières. Ben, tout à fait, exactement. Là, il doit s'assurer d'une certaine. Il doit s'assurer que les gens ils se mettront pas dans le pétrin, là, c'est clair. Oui. C'est clair, mais de façon générale, les gens, leur niveau de tolérance, mais c'est propre à chacun. Là. Dépendant de ton expérience. Tout dépendant de l'expérience, exactement. Là. Puis, si on revient à ton voyage en Thaïlande, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Ben, la Thaïlande, ça a été relativement magique. Qui plus est, quand j'ai loué la moto, j'ai fait une première petite balade. Puis la seconde balade, à partir de Chiang Mai, ce qui est très intéressant, c'est que ça devient un pôle pour faire des petites expéditions d'1, 2 ou 3 journées. Donc, ça devient vraiment un camp de base en moto. Donc, la première journée, je suis parti faire une petite boucle. Après ça, je suis parti à une autre petite boucle de 2 jours. Et puis, j'étais sur une route d'exception, là, au sens que pour les passionnés
passionné de la moto, avec des virages sans fin, montées, descentes, puis vraiment dans les montagnes. Vraiment une super belle journée. Donc, j'arrive à la petite ville de cette étape-là qui s'appelle Mae Hong Son, au sommet. Puis, je vois, mais voyons donc, ils vendent des T-shirts de moto. Voyons. OK. Là, je regarde ça. 1100 quelques courbes. Ah, voyons, c'est quoi ça? Fait que, bien entendu, je suis curieux. Fait qu'à la fin de ma journée, on va googler ça pour s'apercevoir que c'est dans le top 3 des routes les plus mythiques au monde pour faire de la moto. Puis là, tu le savais pas? J'en avais aucune idée. Puis t'étais là. Puis là, j'étais là. Puis Tu l'avais faite ou tu l'avais pas faite? Je l'ai fait. Justement, c'est ce OK, que c'est la j'avais route fait que tu dans venais de ma faire. journée. OK. C'est la route que je venais de faire. Donc, je me dis, ben voyons donc, ça n'avait aucun bon sens. Là. C'est vraiment une succession de virages sans fin. Sans fin, puis de l'épingle, puis c'était vraiment extraordinaire. Pour les amateurs de moto qui vont écouter le podcast, Tale of the Dragon, c'est de la petite bière. OK. Donc, Tale of the Dragon, c'est la route mythique pour les motocyclistes de route qui aiment faire justement une route de courbe à l'est de l'Amérique. Ça, c'est à quel endroit? C'est juste à côté des Great Smoky Mountains. Qui est une route de moto extraordinaire. Moi, je m'avancerais. OK, fait que c'est pas dans les Great Smoky Mountains, c'est à côté. C'est juste à côté des Great Smoky Mountains, exactement. OK. Ça, c'est une balade d'exception aussi. Là. Si on peut avoir la chance de faire Great Smoky Mountain avec la queue du dragon, Tail of the Dragon, c'est extraordinaire. Extraordinaire. La route où est-ce que tu étais en Thaïlande, comment tu peux-tu nous redire le nom, s'il te plaît? À Mae Hong Son. À Mae Hong Son. OK. Mae Hong Son. Mae Hong Son. OK. Mae Hong Son, c'est le nom de la ville, qui est une ville. Puis la ville est superbe. Là. Quand on dit une journée d'exception, au sens que tu fais une des plus belles routes au monde pour faire de la moto. Donc, avec une succession de courbes, puis une chance que j'avais seulement qu'un 500cc, ça, je peux te le dire. Parce que je me serais mis en situation de danger. Ah Mais oui? avec un 500cc, c'était raisonnable. l'idéal. C'était ouais. parfait. C'était une route asphaltée ou... Oui, c'est asphalté. Ah, OK. Avec la condition routière, c'était vraiment exceptionnel. Là. Comme je disais tout à l'heure, avec la queue du dragon, Tail of the Dragon, les conditions de bitume étaient mieux que celle de la queue du dragon. Là. OK. Donc oui, c'est vraiment une route d'exception. Et puis on arrive à Mae Hong Son, que la particularité, c'est que la ville est construite un peu autour d'un lac intérieur, avec les temples qui sont éclairés, qui reflètent sur le lac, et puis le marché de nuit, le night market, qui permet d'avoir la vision sur le temple et sur le lac. Donc, tu peux imaginer un peu, après avoir fait une superbe journée de moto, tu arrives justement à manger sur une petite terrasse de la bouffe de rue face justement à un temple blanc immaculé, bien illuminé, qui est réfléchi par le lac. C'est exceptionnel. C'est Wow. des journées mythiques. Ben oui. Puis, est-ce que ça va rester dans tes plus beaux voyages de moto, ce voyage-là? Ou, Ah oui, ça c'est clair, tout à fait. Là, tu reviens du Belize. Puis comment ça s'est passé au Belize? Tu as l'air d'avoir eu un petit peu plus de difficultés, on dirait, de la façon que tu en parlais tantôt. Oui. OK. Puis peux-tu élaborer sur la situation? Oui, quelques belles anecdotes. Une très belle anecdote parce que j'ai eu seulement la chance de faire une journée de moto. Moi, dans mon voyage, je partais un petit 12 jours seulement au Belize. J'ai dit, moitié du temps, on va faire de la plage, de la relaxation et puis du snorkeling, etc. Puis l'autre moitié du temps, on va justement profiter de l'endroit pour aller faire de la moto, visiter quelques ruines, Maya, puis aller faire peut-être un tour au Guatemala, puis etc., etc. Oui. Cependant, mais comme je disais tout à l'heure, impossible de trouver un véhicule. Cependant, j'ai réussi à trouver un véhicule une journée. Donc, la veille, j'ai réussi à trouver la moto. Je conviens avec un chic type, David, justement un bon Écossais, puis avec l'humour scottish aussi. Donc, il dit, ouais, demain matin, 8 h, parfait. OK. Le lendemain, 8 h, il sort la moto, je regarde ça, je dis, oh. Ah, t'avais pas vu la moto avant, là? Je l'avais pas vu. Fait que là, je connaissais le modèle. J'ai dit, bon, le modèle, il n'y a pas de problème. Le pneu arrière était usé, mais usé sans commune mesure, comme on dit ici. OK, il n'y a plus de... Il n'y avait plus de crampons. Là. Oh boy. J'ai dit, bon, au pire, allez, on ne fera pas de la course ici, là, c'est clair. Fait que là, il prépare la moto. Là, il dit, bon, ben, va faire un petit tour, puis dis-moi ce que tu en penses. Si ça te convient, mais tu pourras partir avec la journée. OK. Fait que je pars avec la moto. Je dis, mais il me semble que l'embrayage, il y a quelque chose. C'est pas immaculé, mais en tout cas.
Fait que, C'est pas rassurant, là. non, je descends la petite colline parce que, en tout cas, son atelier était dans une colline. Descends la colline, je fais le tour du pâté de maison, remonte la colline, mais juste au sommet de la colline, cloup, le câble de l'embrayage, le câble de clutch. Oh. Clink, il brise. Non. Bon. Tant mieux, je suis pas encore parti. Oui. Donc, réussi à ramener la moto, je dis, ben, on vient de casser le câble d'embrayage. Ah, ben, OK. Fait que là, je dis, bon, je vais appeler mon gars, il va le changer. OK. Fait que là, je lui donne un petit coup de main, bien entendu, pour essayer de profiter au maximum de la journée. Ben oui. Parce que Là- tu connais quand même bien ça, la mécanique de moto. Tu es capable de bisouner ça. Oui, tout à fait, exactement. En faisant de la moto en route, on n'a pratiquement pas le choix. Là. Ouais, ouais. Comme on dit, 1 heure de moto en route, c'est 1 heure d'entretien. Donc, par la force des choses, on finit par connaître ça un peu. T'as pas le choix. Ouais. Exactement. Donc, réussi quand même à changer le câble d'embrayage. Je prends la route. Premier arrêt, justement, aux chutes des 1000 pieds, Qui t'avait dit de pas aller. qui m'avait dit de pas aller. Puis que ça se faisait quand même bien. Oui. Ben oui, ça se faisait très bien, au sens que c'était pas un problème. La route, il n'y avait vraiment aucun problème. Et puis arrive là-bas, la moto démarre plus. Oh, oh. Non. Non. Fait que... Là, t'es parti pas de bagage, rien. Là. Tu te promènes juste pour Ah le fun. oui, juste une petite randonnée d'une journée, au OK. sens qu'avec le petit sac à dos, l'appareil photo, puis tout à fait. Là. Fait que la moto démarre plus. Bon, au pire aller, même petite moto, on peut dire on va partir sur sa compression. Fait que ce que je réussis à faire, avec l'aide d'un guide, pas d'un guide, mais d'un agent de conservation qui était là-bas, fait que réussi à partir la moto, bon, je me rends à une première petite chute. Bon, OK, j'arrêterai pas la moto. Non, c'est ça, j'étais pour te demander. Fait que j'arrête pas la moto. Fait que là, je continue ma route. Là, bon, une piscine naturelle. Le Rio de Pool, pour ceux qui veulent la salination. Le Rio de Pool, qui est un endroit superbe. J'arrive là, j'étais tout seul. Puis c'est souvent ce qui est l'avantage, t'es seul. Donc, seul, tant mieux. Cependant, mais il y a un couple d'Américains qui arrivent en même temps avec leur guide. Bon, OK, je ne serais pas tout seul. Fait que, Tu pourras pas te baigner tout nu. Là. ce que je croyais, parce que je n'avais pas amené de maillot. Oups. Donc, je dis, bon, arrivé là, dans un endroit superbe, avec justement les piscines naturelles sculptées par l'eau douce, avec les chutes. Donc, on va prendre le temps au moins de profiter un peu, puis de se rafraîchir. Au départ, la moto ne part plus encore. Bon. Merde. Cependant, ça m'a permis, quand les Américains et des gens de Chicago sont revenus à leur véhicule, mais leur guide leur a dit, mais est-ce que ça vous dérange si je vais reconduire le monsieur qui est en panne dans un resort pour pouvoir lui permettre de téléphoner son locataire? Ouais, ben, ils ont dit, bien sûr, ben, c'est sûr, là, regarde, on va y aller. Ce qui m'a permis de visiter le resort de Francis Ford Coppola. Ah, il y a un resort qui est à lui ou. Tout à fait, sa ouais? propriété personnelle, Ah, bon, OK, excusez. qui est la grande classe. Ah oui? Qui est la grande classe. Donc, ce qui m'a permis de luncher chez Francis Ford Coppola. On croirait pas ça, perdu dans la jungle au Belize ou. Ben, c'est un petit peu le paradoxe du tourisme bélisien. Ah oui? Au sens qu'à Belize City, les bateaux de croisière débarquent, donc les hordes de touristes à moyens. Et d'un autre côté, l'offre dans les petits villages est ancestrale. Et puis, les resorts écologiques à 3000 $ la nuitée, mais ils existent. Ah oui, c'est sûr. Donc, c'est le paradoxe dans un certain sens. C'est qu'on arrive dans un resort, celui de M. Coppola, qui est sans commune mesure avec ce qu'on voit à l'extérieur. Là, c'est vraiment entretenu au poil, comme on dit. Oui, oui. Et puis, c'est très bien. Là. Puis, C'est un gros resort ou. non, c'est tout petit. Là. C'est vraiment un petit éco-lodge. Là. OK. Donc, c'est tout petit, mais ça a un certain charme. Oui, j'en doute pas. Ça a un certain charme. Si tu l'as acheté, c'est pas pour rien. Là. Non, c'est clair. Sur le bord d'une petite rivière. Là. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, par la force des choses, je réussis à appeler mon locataire. Il vient. On réussit à repartir la moto. Puis là, par clairvoyance, il me dit, mais passe donc devant. Là. De toute façon, t'es plus rapide. Là. Mais là, souvent, on est plus rapide, surtout en route ou dans les sentiers gravelés, on est plus rapide. Puis que- t'as pas que les chicané voitures. d'avoir été dans ces coins-là. Non, pas du tout. Mais je ne l'avais pas dit encore, j'avais été aux chutes de 1000 pieds. Là. OK, t'étais pas là, dans le fond. Là. Non, je ne l'ai pas encore dit. Mais non, c'était pas là exactement. Ah, OK, parce OK. que il est venu justement chercher. Bon, on est venu, on a réussi ensemble à redémarrer la moto au Rio de Pool, à mon 3e arrêt. Il vient me chercher, il me dit passe devant. OK, je passe devant. Et puis, par la force des choses, la chaîne brise. Tabarnouche. Ouf. Là, souvent, mais il y a un vieux dicton qui dit mais quand t'es pas sûr, là,
Il faudrait peut-être s'écouter. Oui. Et puis, aussi, quand il y a un manque d'entretien, exemple, le pneu qui est utilisé à corde, comme on dit Oui. chez nous au Québec, Oui. quand le pneu est utilisé à corde, peut-être pas la seule chose qui est utilisée à corde. Là. Ça démontre qu'il y a quelque chose qui... Ah, tout à fait. Il y a une lacune à l'entretien. Il y a une lacune là, au niveau de l'entretien, puis ça l'a démontré au sens que quand tu brises le câble d'embrayage et puis la chaîne dans la même unique sortie, là, c'est autre chose. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, il faut le dire, Dave était super sympathique. Là. Ça ne veut rien dire avec que la personne est sympathique ou pas. Là. Oui. C'est la moto que tu vas louer, là. C'est le service que tu vas faire. Au Costa Rica, c'était des Hollandais qui tenaient l'endroit de location de moto, le locataire, et puis les motos étaient entretenues là, vraiment de façon immaculée. Là. Puis à tous les fois qu'un touriste arrivait pour une location de plus d'une semaine, c'était toujours des pneus neufs, etc. Là. Okay. Donc, la très grande majorité des cas, il n'y a pas vraiment de problème avec l'équipement qu'on va louer, là, avec les motos qu'on va louer. Là. OK. Puis tu as dit tantôt que tu avais été 2 fois au Costa Rica. Tu es allé Oui. le premier voyage que tu as fait il y a longtemps, tu disais il y a 14 ans. Puis tu es retourné au Costa Rica? Ça fait longtemps? Oui, non, pratiquement l'année suivante. On a fait un super beau voyage, moi et ma copine de l'époque. On voulait faire un voyage d'exploration, d'aller dans le sud, que ça ne nous coûte pas nécessairement une fortune, voir quelque chose, voir une certaine variété, pas juste faire de la plage. Et puis, moi, j'avais entendu parler du Costa Rica, tu sais, que c'est un pays qui est facile à voyager, qui est simple. Et puis, en faisant Ça, c'est des au début recherches- des années 2000? on est non plus que ça, là. On était à quoi? Bon, c'est même pratiquement 2010. Ah, OK. OK. Non, 2008. 2008. Il y a 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans. Fait que, justement, en surfant sur Internet, par la force des choses, je trouve un locataire, je me souviens très bien le nom, Wild Rider. Ça faisait vraiment... fait que Wild Rider... C'est facile à retenir. C'est facile à retenir, exactement. Fait que on loue justement, on réserve des motos sur le web. Et puis, on a passé 2 superbes semaines à visiter le nord. Et encore une fois, on est arrivé à une plage, la Playa Blanca, dans le nord. Du côté justement, ouest, du Costa Rica. du côté Caraïbes? Toujours du côté Pacifique, vraiment au nord, donc une superbe plage. Puis cette plage-là, il y a quand même un sentier de une bonne vingtaine de minutes en moto à faire dans un parc pour arriver à la plage. Donc, quand on est arrivé à la plage, on était seul au monde. Là. Puis pour moi, c'est la plus belle plage du Costa Rica, au sens que sans dénigrer personne, mais ceux qui ont déjà été au Costa Rica le savent, on ne va pas au Costa Rica nécessairement pour la plage. Là. Non, au sens que les plages ne sont pas désagréables, là, mais c'est pas un pays de plage. Là. C'est un pays, oui, on peut faire du surf, puis c'est des superbes endroits de surf. Oui. Mais on s'entend qu'au niveau de la plage... c'est des plages de sable plus brun, un petit peu plus sauvage, des fois avec de la rocaille aussi. Là. Exactement. C'est pas... beaucoup de roches, la rocaille. C'est pas Cuba, là. C'est pas Cuba, puis c'est pas la Virginie, là. Non, OK. C'est clair, là. Mais il y a des endroits qui sont extraordinaires, qui sont superbes, là, dont la Playa Blanca. OK. Donc, Playa Blanca, on est arrivé là, on était tout seul, et puis on a terminé la journée. Il y avait juste 2 autres 4x4 de Costa-Ricains qui sont arrivés là avec leur famille. Donc, il y avait 2 petites familles et nous. OK. Sur une plage de quoi? De un demi-kilomètre. Puis quand il l'appelle la Playa Blanca, c'est parce que le sable est plus pâle ou plus fin? Ah, ou... il est carrément blanc. Oui? Il est blanc et fin. Donc, c'est un petit peu une plage d'exception, là, surtout pour le Costa Rica. Oui, puis surtout du côté Pacifique. Oui, tout à fait. Puis, tu disais que tu avais exploré le nord, fait que c'est dans le fond, dans le coin du volcan Arenal, puis dans le Guanacaste. Okay. Exactement. Puis l'année suivante, on se dit, qu'est-ce qu'on fait comme voyage? Bon, est-ce qu'on va à tel endroit? Non, c'est trop cher. Est-ce qu'on va à tel endroit? Mais pourquoi qu'on ne retournerait pas au Costa Rica? Parce que ça, c'était le premier voyage. Ça, c'était le premier voyage, exactement. OK. Celui que tu disais que tu avais planifié au quart d'heure après. Là. Exactement. Donc, l'année suivante, on s'est dit, on va retourner, on va faire le sud. Donc, il y a carrément un autre pays. Et pour ceux qui connaissent un peu le Costa Rica, c'est surprenant d'avoir un si petit pays avec des climats aussi différents. Oui. Donc, le nord qui est vraiment très, très sec. Et puis, le sud, on est en jungle, on est vraiment en rainforest, là, en jungle tropicale. Dans les montagnes aussi. Puis les montagnes, on a pratiquement de la neige en hiver. Oui, j'en doute pas. C'est comme des 2-3 000 mètres d'altitude. Oui, tout à fait. Puis ça, justement, dans le deuxième voyage, on a fait plus la montagne. Le premier voyage, on a plus au nord, qui est moins montagneux, au sens que, oui, comme tu le mentionnais, il y a l'Arenal, il y a le Poas et puis d'autres belles montagnes, là, d'autres beaux volcans. Mais les sommets sont vraiment plus au sud, au centre et au sud, oui, tout à fait. Oui.
Ce qui n'est pas toujours évident parce que voyager, faire la route des sommets, la Ruta de Morte, la route de la mort, la Ruta del Morte, OK. au Costa Rica, qui est la route des sommets, pouvoir la faire sans avoir la tête dans les nuages, c'est pratiquement impossible. OK. Donc, nous, on croyait pouvoir le faire. Donc, on est parti le matin. Ah, le ciel est dégagé, super. Puis ça n'a pas été très, très long qu'on roulait dans les nuages. Là, donc, puis c'est cette journée-là qu'on a pratiquement eu de la neige. OK. Mais on n'a pas eu de la neige, au sens qu'on arrive au sommet, puis on avait... Moi, en tout cas, j'avais tous mes vêtements qui étaient dans mes bagages, étaient sur moi. Là. Ouais, c'est sûr que j'avais pas 4 bobettes, là, on s'entend, là, mais au sens que tout ce que je pouvais mettre, je l'avais sur moi. Et puis, je réussissais pas à avoir chaud. Là. Tu grelottais. Je grelottais énormément. Puis, arrivé à la station-service dans le bas de la côte, il dit, mais en jasant justement avec les gens, les locaux, il dit, ben, vous êtes chanceux parce qu'hier, il neigeait. Ah oui. Dit, okay. On passerait pas ça au Costa Rica. OK, hein? fait que là, il faisait vraiment froid. Ça veut dire que ça frôlait le zéro si c'est pas en bas de zéro. Là. Ben, tout à fait, c'est la montagne, là, exactement. Puis, mais quand tu fais un voyage comme ça, là, tu te déplaces d'un point A au point B au point C. C'est quoi quel genre de petit sac de voyage que tu traînes avec toi? Là? T'as-tu comme un classique, une espèce de petit duffel bag que tu traînes ou tu mets tout dans les sacoches de la moto quand il y en a? Là? Comment tu t'organises? Bien, tout va varier. Exemple, Costa Rica, c'est un duffel bag, justement. C'est une poche. OK. Que tout est là-dedans. Puis tu traînes ta poche tout le long de ton voyage, au sens que c'est ton backpack. Grosso modo, on pourrait dire que c'est du backpacking motorisé. Là. OK. Ça ressemble énormément à ça, au sens que le duffel bag, mais il y a des bretelles. Là. Donc, c'est... sauf qu'on peut avoir de la pluie, justement, en moto. Donc, Oui. par la force des choses, on va essayer d'avoir un sac à dos qui est un petit peu imperméable. Oui. Dans le cas de l'Europe et puis la Thaïlande, où est-ce que c'est une moto un peu plus de routière, là, tu vas mettre là, justement tes bagages dans les valises là, de la moto comme telle. Là. Mhm. Donc ça, bien entendu, ça te restreint un petit peu là, en termes de volume, bien entendu. Oui. Parce que ça contient pas de tant que ça, j'imagine. Non, exactement. Ça ne contient pas tant que ça. Des grosses valises, t'es chanceux, tu as 45 litres. Qui est un petit sac à dos, dans le fond. C'est un bon, c'est sûr. Certains diront que c'est un bon sac à dos. Oui, ça dépend de qui tu demandes. Là. Exactement. On est loin là, de la grosse valise sur roulette. Là, c'est clair, là. Oui. Comme des fois, c'est assez restreint. On voit des Goldwing avec des petits trailers, là, des fois là, sur la route, là, des messieurs là, d'un certain âge qui ont leur gros Goldwing, puis il y a un petit trailer de piné en arrière. Là. Tu sais qu'ils sont partis pour un grand voyage, là, mais c'est pas le genre de moto que tu prends pour traîner ces petits trailers-là, puis surtout pas, mettons, dans du hors-piste, j'imagine. Là. Non, hors-piste, c'est pas tout à fait adéquat. Cependant, mais un moment donné, on est au Colorado avec l'Intercepteur, mon premier voyage au milieu des années 90. C'est ça, milieu des années 90. Puis on arrive au Colorado, pas loin d'une petite rivière d'eau vive. Fait qu'on dit, bon, on va aller se rafraîchir, il fait chaud. Puis c'est un voyage qu'on a fait quand même l'été. Donc, on descend un petit sentier jusqu'à la rivière, on se rafraîchit. Pendant qu'on est là, comme tu le mentionnes, il y a quelqu'un qui arrive avec son Harley et sa remorque. OK. La glacière, les 2 bières. Oh là là, ça, c'est le gros luxe, là. Oui, quand même. Donc, oui, tu peux avoir une certaine forme de luxe même en moto, là. OK. Puis, une remorque, mais c'est un bon moyen de traîner son luxe, oui. Oui, quand même, c'est ça. Oui. Mais ça se traîne pas n'importe où, dans n'importe quel genre de sentier. Non, tout à fait, OK. tout à fait. Il faut rester sur le pavé. Oui, j'en doute pas. Si tu avais des anecdotes de où est-ce que tu as eu des problèmes, à part la moto que tu as eu au Belize qui a eu des problèmes, est-ce que c'est arrivé des chutes, est-ce que c'est arrivé des accidents, est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes mécaniques notables dans tous tes voyages? Ça arrive-tu souvent? C'est-tu quelque chose qui est fréquent? Pas tant. Non? Pas tant, au sens que je vais toucher du bois. Oui, c'est du bois, ça. Sonne, oui. C'est du merisier. Donc, non, j'ai été relativement chanceux au sens que j'ai jamais vraiment eu d'accident en moto de façon générale, au sens que, dans la mesure du possible, surtout en voyage, cependant, je suis excessivement prudent. Certains diront, alors, t'es pas prudent pantoute. Là. Ça dépend à qui tu demandes, oui. Ben, tout étant relatif du point de vue de l'observateur, comme l'autre disait. Mais non, comparativement à ma conduite montréalaise, je suis quand même très prudent, au sens que je me mettrai rarement en situation de danger. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que les fils ne se touchent pas par moment, là, mais ça, c'est un autre débat, là. Oui. Mais je ne me mets pas en situation parce que je sais qu'on est en voyage et puis tout est plus compliqué, bien entendu, en voyage. Oui, bien sûr. Cependant, je me souviens juste un voyage à la baie James.
pour aller voir le barrage Robert Bourassa, ben, 2 crevaisons dans la même route, sur le même tronçon de route, Ah oui? avec la BMW. Dans le coin de la baie James? Oui, Fait que exactement. le towing en n'est pas montant. proche, là. Non, le towing, il vient pas t'aider. Cependant, mais l'avantage, justement, avec ces grosses motos-là, les grosses BMW, c'est qu'on est, quand je dis tantôt, on est en pleine autonomie. Bon, on a une certaine autonomie aussi au niveau de la pneumatique, au sens qu'on a un kit de réparation pour crevaison. OK. Donc, on répare avec des cartouches de CO2, puis on réussit à regonfler la roue, puis let's go, on est reparti, là. OK, il y a des cartouches de CO2 qui sont assez grosses pour Ah, gonfler des pneus de moto. Ben, c'est les mêmes cartouches de CO2 que pour les vélos. Ah oui? Cependant, on en met plus qu'une. Ah ouais, OK, ouais, j'en conviens. Ouais. Exactement. Aussi simple que ça, tout à fait. OK. Fait que, grosso modo, à part des crevaisons, quelques petites chutes très anodines, au sens que je parlais tout à l'heure des 4 jours en Utah, mais à un moment donné, on se fait une petite collision à 2. C'est-à-dire, on est les 2 seuls dans le sentier, mais quand on Parce que arrête... c'était 2 motos, là. On était 2 motos avec les grosses valises, là, les motos d'aventure avec valises, donc les BMW. Oui, oui. Puis on est juste 2 dans le sentier, puis on réussit à s'accrocher, puis les 2 motos tombent. Tu te dis, non. Ça, c'est l'orgueil qui en prend un coup plus que le, oui, quand que tu le dis body. l'orgueil ou que tu attends le traversier à Tadoussac et puis tu dis, bon, tu te relâches un petit peu. Là, tu penches ta moto, croyant ta béquille étant déployée, mais elle ne l'est pas. Oh, Là, tu dis, ouh, puis un coup, tu franchis le point de non-retour, mais tu reviens pas. tu fais juste regarder la moto descendre au sol. Ouais. Puis Là, toi, tu dis, t'étais-tu dessus ou. Non, ben indirectement dessus. Tu as vraiment les 2 pieds au sol, puis tu dis, bon, tu descends. Là, puis étant donné que tu es à l'arrêt pendant plusieurs minutes, hein, dans l'attente d'un traversier comme dans cette situation-là, donc, dans ta tête, ben non, je l'ai mis, le pied, là. OK. Non. Tu l'avais pas mis. Non. Si, dans tous les voyages que tu as fait, surtout mettons, dans les pays un petit peu plus reculés, tu dis que tu es allé au Cambodge, tout ça, il est arrivé des situations où est-ce que il y a eu des problématiques? T'es-tu senti menacé? Y a-tu des gens qui ont essayé de te voler? C'est-tu arrivé où est-ce qu'il y avait des situations où est-ce que tu dis, bon, là, on fout le camp parce que c'est pas safe ici, là? De façon générale, mais comme je viens tout juste de te mentionner, j'essaie dans la mesure du possible, tant dans ma conduite que dans les situations, de ne pas me mettre en danger. Cependant, puis je pense que les endroits je me suis senti peut-être le moins en sécurité, c'est aux États-Unis. Ah oui? Exemple, un endroit où on s'en va visiter, on veut visiter l'usine de Harley-Davidson, Milwaukee. Mhm. Et puis, l'usine, bien entendu, qui est en retrait. Hein. Souvent, les quartiers industriels qui sont un petit peu en retrait du centre. Puis, on arrive à l'usine d'Harley, mais c'est dimanche, c'est fermé, mais il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas de visite d'usine. Bon, Mhm. qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben au centre-ville, il y a justement une sculpture avec un mémorial de Lincoln. Bon, on va aller voir ça. Fait que, sauf que le trajet pour partir de l'usine d'Harley vers le centre-ville et puis le waterfront, ben, ça nous fait passer par les quartiers moins favorisés Mhm. de la ville. Et puis d'entendre les bruits de petites mitraillettes électroniques au coin de la rue, avec les véhicules qui sont jackés avec les micro-roues chromées, là. Oui, 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 oui. Tu te dis, oh là là, on a hâte un petit peu de sortir. Et puis, quand tu vois justement le foin entre les joints de trottoir, puis de l'autre côté d'un certain boulevard, le parc avec le gazon immaculé, puis 2 autos de police, tu dis, je pense qu'on est rendu du bon côté de la force. Donc, ça, c'était un petit peu plus déstabilisant. Mais encore une fois, j'étais peut-être plus jeune et peut-être plus impressionnable. Oui, oui. Mais de façon générale, quand on est en moto, les gens sont peut-être plus accueillants comme tels, et puis à travers le monde, mais il reste aussi là, c'est une certaine connotation, là. Et puis le fait d'être un petit peu plus gros souvent que la moyenne, d'avoir une petite barbe, ben ça fait en sorte aussi qu'on présente une certaine image, là. Donc, Quand tu parles plus à l'étranger. à l'étranger, même ici, là, au sens que les motocyclistes ont une réputation aussi De plus tough, oui. d'être un petit peu plus tough. Donc, on est peut-être moins à risque dans un certain sens. OK. Peut-être. OK. Cependant, mais il y a des histoires d'horreur un peu partout, là. Oui, oui. Je me souviens un voyage à Albuquerque, New Mexico. Oui. On est en train de dîner bien tranquillement. Un peu tôt, cependant, mais bien tranquillement. Et puis, les policiers arrivent dans le petit restaurant. On dit, ben voyons donc. Il interpelle une dame, il dit, avec 2 jeunes enfants, une grand-mère avec les 2 jeunes enfants, il dit, Madame, vous devriez quitter. Madame, vous devriez quitter.
Nous autres, on est là dans le restaurant. Ouais. Ce qu'on devrait quitter aussi. Et puis, c'était l'heure du lunch de l'école secondaire qui est adjacente, qui est sûrement pas une école très favorisée parce que on voyait justement les jeunes qui rentraient dans le restaurant assez perturbants. Et puis, les véhicules qui faisaient des bangs, des donuts sur l'asphalte dans le stationnement. Tu te dis, OK, OK. on peut comprendre, mais est-ce qu'on se sentait menacé? Pas nécessairement. Il faut dire qu'il y avait une présence policière. Oui. Et puis, à l'époque, j'avais un petit look un petit peu plus rocker, donc Oui. ça l'aide aussi. Là, Oui. Puis des fois, juste d'avoir aussi, d'être en confiance avec soi, de ne pas avoir l'air d'avoir peur, ça peut juste complètement changer l'attitude de quelqu'un qui pourrait être menaçant envers soi là, parce que juste d'avoir confiance puis de marcher comme si rien n'était, des fois, ou de se tenir à l'endroit comme si rien n'était. Ça peut juste carrément revirer une situation. Pas de signe ostentatoire de richesse. Là. Ouais. Surtout quand on est dans des pays que tu le vois très bien, là, que l'abondance n'est pas là. Oui. Je me souviens qu'un de mes premiers voyages au Mexique, là, tu fais le tour des guides de voyage, puis ils disent à Cancun, là, faites bien attention, là, promenez-vous pas avec des signes, des chaînes en or, puis les filles, soyez pas saoules sur la plage. Mais il me semble que c'est le gros bon sens. Oui, il y a ça aussi. C'est le gros bon sens. Puis quand tu te promènes dans le petit bus à Cancun Island, mais ce que tu vois, mais c'est juste des gros bonhommes avec les chaînes en or. Là. Fait que tu te dis, c'est un peu pour ça aussi, là, au sens. Puis, d'un autre côté, la criminalité, mais elle ne s'attarde pas dans les petits villages de fond de pays. Là. Non plus. Au sens que les criminels, mais il faut qu'ils vivent. Oui. C'est plate à dire, là. Mais ils vont s'attarder justement où est-ce qu'il y a une présence, où est-ce qu'ils peuvent avoir du butin, exactement, dans les grandes villes. Oui, c'est ça. Fait que dans les petits coins reculés des pays que tu visites, c'est pas là que le danger se trouve. Ben non. Puis c'est sûr que les gens, ils ont toujours une certaine crainte, là, où c'est toujours pire maintenant que ça a été dans le passé. Là. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. La nuit des temps, exactement. Les Grecs avaient les mêmes théories d'argumentation. Qui ça? Les Grecs. Les Grecs, oui. Ça va toujours être pire. Alors, ça ne sera pas toujours pire, au sens qu'aujourd'hui, on ne vivrait pas au Moyen-Âge. Non, c'est ça. Non, il y a toujours moyen. Comment ça se passe quand tu voyages, quand tu fais ces périples-là? Est-ce que tu rencontres d'autres motocyclistes? Est-ce que tu t'intègres à la communauté quand tu arrives dans des villages, dans des petites places, tout ça, puis tu arrives dans un... je dis un truck stop, mais c'est plus un arrêt sur le bord de la route où est-ce que tu vois plein de motos. C'est-tu le genre de place que toi, tu es tenté d'arrêter? Ou au contraire, tu es mieux aller dans les endroits où est-ce que tu vas peut-être, vu que tu voyages seul en moto, tu vas plus être tenté d'aller dans les places où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'autres motocyclistes qui vont être là? Comment tu approches ce genre de... Mais ça va être souvent très variable. OK. Très variable. Ça va au gré du vent, là. Surtout dans quel mood ou dans quelle sensation tu es, puis qu'est-ce que tu veux faire cette journée-là. Bien entendu, si ça ne tente pas de cette journée-là, puis tu es fatigué, puis tu ne veux pas rencontrer du monde, mais il y a des bonnes chances que tu n'ailles pas voir d'autres motocyclistes parce qu'il y a des bonnes chances que tu vas jaser un petit peu. Oui. Et puis, si tu veux justement jaser, découvrir des endroits, et puis... c'est là qu'il faut que tu ailles. Mais c'est beaucoup plus facile parce que tu as déjà un sujet de conversation avec la personne. Oui. Là, tu vas discuter de la moto. Ah, super ta moto, tel modèle, c'était tel modèle. T'arrives de où? Tu t'en vas où? Exactement. Qu'est-ce que tu as fait? Une petite anecdote, à un moment donné, on arrive au Mont Rushmore. Pour ceux qui se demandent c'est où est-ce qu'on la face des présidents est sculptée dans le granit. C'est à Rapid City. C'est à Rapid City? Moi, c'est parce que j'ai enregistré avec 2 gars, puis on a parlé du Mont Rushmore, puis c'était à Rapid City, ils ont dit, en tout cas, mais c'est pas grave, je peux le couper. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est où le Mont Rushmore, c'est à Rapid City. C'est à Rapid City. Ben, je pense, mais en tout cas, on pourra reconfirmer. Ce qui est important, c'est au South Dakota. Oui, exactement. Donc, puis ça, j'ai été 2 fois en moto à Rushmore. La première fois, c'était vraiment beaucoup plus intéressant que la seconde, au sens que c'était l'ancien Rushmore. L'ancien? Ben, je dis l'ancien, au sens qu'il n'y avait pas de kiosque, puis le stationnement étagé de 5 étages, et puis le centre d'achat annexé, puis ça n'existait pas. Là. Fait qu'en 95, c'est arrivé là, il y avait un petit stationnement, pareil, comme quoi, un petit stationnement normal. Là, genre au lac Monroe, à Tremblant, où est-ce qu'il y a genre de la place pour... une 50aine de voitures, puis... Exactement. C'est pas bien plus que ça. Puis on arrive là, et puis, méchant hasard, c'est des Français qui sont en voyage en moto. OK.
Fait que là, je vois Beaucoup ça. de Français ou... Ah, il était un bon groupe, il était au moins 6. Et puis, avec leur moto importée de France, là, ils avaient amené leur moto. Puis Quand eux même. autres, ils étaient en trip, là. Ils voulaient faire justement l'Amérique en moto. Fait qu'ils étaient avec leur moto. Fait que là, je vois l'immatriculation. Hein, voyons donc. Fait que là, on s'approche, on tend l'oreille. Ben voyons, c'est des Français. Fait que là, on commence à échanger avec eux. Et puis, à se raconter des anecdotes. Et puis, quelques Américains arrivent, enlèvent leur casque. Puis, bien entendu, quand il n'y a pas énormément de motocyclistes, mais tu vas rencontrer les autres. Puis, tu vas échanger, tu parles de la route. Et puis, l'Américain se pointe, puis il dit hey, oh, ils parlent pas anglais, eux autres, là. Fait que là, ils nous ont fui. Ah oui? OK. Mais c'était de voir la face, là, justement, des s'attendaient pas à ça. motocyclistes. Ils disaient, non, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Okay. Donc, une superbe journée. Puis, en fin de journée, on rencontre des Allemands, encore une fois en moto. Un autre couple d'Allemands qui, eux, faisaient l'Amérique du nord au sud et puis qui étaient rendus à leur arrêt à Rushmore. Okay. Fait que c'est quasiment un carrefour de motocyclistes, Rushmore. OK. Fait que si tu as une moto, il y a des grosses chances que tu croises d'autres motocyclistes là. Ben, c'est un des plus beaux endroits en Amérique aussi pour faire de la moto. OK. Les Black Hills, c'est merveilleux. Tantôt, je te parlais de l'odeur puis de la senteur, justement, des Black Hills. La météo, la chaleur. Ça, c'est le Dakota, le Wyoming, le Minnesota. C'est tous ces coins-là ou c'est vraiment plus aux alentours du Mont Rushmore? Ben, les Black Hills. Okay. Les Black Hills autour de Rushmore. Okay. Puis juste à côté, tu as les Badlands. Donc, c'est un coin exceptionnel là, pour faire la moto. Là. Puis surtout, quand tu sors du bout de plate de faire les plaines, là, pour ceux qui font le trajet justement est vers l'ouest, là, ils sont contents quand tu arrives à Rushmore. Parce que c'est un peu plus de montagnes. Puis... Exactement. Ben, tu as de la variété. Oui. Moi, les trajets, mais je les ai faits par les plaines américaines. Et puis, quand on dit la seule attraction que tu as dans tout le trajet des plaines, c'est Corn Palace. Corn Palace. Le palais du maïs? Exactement. OK. Fait que c'est la seule attraction. C'est quoi, c'est un musée pour le maïs? À peu de choses près, tout à fait. Au sens que c'est une tradition pratiquement ancestrale qu'à chaque année, ils font un palais en maïs. Et puis, c'est l'attraction principale de pratiquement toutes les plaines aux États-Unis, c'est Corn Palace, là. OK. C'est quoi? Ils font comme le château du bonhomme carnaval, mais en maïs? Exactement. Exactement. OK. Et puis est-ce qu'ils le mangent ou... Non, ils font du popcorn. Ah, ils font... Ouais, OK. Non, mais... Ils brûlent? Non, ils ne brûlent pas au sens que... C'est pas comme Burning Man. C'était une œuvre éphémère, cependant, dans le passé. OK. Et puis, je crois, autour des années 50, il y a eu un bâtiment, une structure permanente où est-ce que maintenant, ils font juste brocher du popcorn. OK, ils brochent sur la structure. Exactement, okay. Mais ils ont une sculpture là, chaque année. Là. Ils ont une nouvelle maison, un nouveau palais chaque année. OK. Ben, écoute donc. Fait que, pourquoi je te posais la question pour la rencontre avec les autres motocyclistes, que tu le veuilles ou que ça tente moins, c'est parce que j'ai tout le temps l'impression que quand je me déplace dans différents pays, tout ça, que quand on arrive à un endroit où il y a quelques motos, on dirait que ça attire les autres motocyclistes, puis on dirait qu'il y a toujours des rassemblements, puis là, ça échange, puis ça parle de leur trajet, puis tout ça. Puis récemment, j'étais à un endroit au Québec, puis là, c'était plus des motoneigistes. Puis c'est à peu près le même genre d'attitude, de culture, justement du voyage, de l'échange, de parler de la monture, de parler des trajets, de parler de toutes sortes d'anecdotes, tout ça. Et on dirait que c'est comme une culture de rassemblement, de groupe, tout ça. Fait que toi, tu fais pas partie d'un club ou tu fais pas partie d'un groupe de moto, de motocyclistes, j'imagine. Donc, c'est pas quelque chose que tu recherches à la base quand tu voyages. Ou d'un groupe ou j'ai ma carte de membre de la Fédération des motocyclistes de Sentiers du Québec, la FMSQ. C'est plus une organisation qui organise des courses de moto, des courses d'enduro puis d'endurocross. C'est mon club. J'ai été membre du club BMW. C'est sûr que les clubs ont beaucoup d'avantages au niveau du monde de la moto. Ça te permet de voir du monde. Souvent, moi, j'aime rouler seul. Beaucoup de gens ils disent moi, j'aime pas rouler seul. Et puis, qui plus est, je me sens pas en sécurité quand je roule seul. Donc, au Québec? Même un peu partout dans le monde, même au Québec. Ah oui? Donc, les gens se disent moi, je me sens pas en sécurité, mais les clubs permettent justement de mettre en contact des gens
pour leur permettre de rouler entre eux. Puis, c'est super pour ça. Les clubs, comme les petits rassemblements. Les petits rassemblements, il y a, nous, on a des connaissances qui vont, exemple, à tous les mardis au Tim Hortons de tel endroit, et puis ils vont se raconter leurs histoires, et puis leurs histoires des 5 dernières années, puis les histoires à venir des 5 prochaines. Là. Ben oui, c'est une belle plateforme d'échange. Puis d'avoir une carte de membre ou de faire partie d'une association, est-ce que ça donne accès à différentes choses qui sont vraiment exclusives ou ça te permet juste de faire partie d'un groupe qui peut te donner des informations? Ben, je dis ça, puis je suis membre aussi de la American Motorcycle Association, de l'AMA, mais ça, c'est justement quand tu fais de la course aux États-Unis, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois membre de l'association américaine. Mais oui, surtout l'American Motorcycle Association, tu as une panoplie de rabais, un peu comme les clubs automobiles. Là. Bon, dans le fond, c'est pas que tu as accès à des sentiers ou des routes particulières, des affaires qui sont privées, ça n'a pas rapport avec ça. Là. Non, tu as juste accès à un bassin d'amis. Ah, ben c'est ça. Ça, c'est le fun d'échanger. Un réseau, exactement. De pouvoir donner, mettons, des informations. Ah, t'es-tu déjà allé à telle place? J'ai fait ça, tout ça. Puis ça peut te donner des idées pour faire justement des nouveaux trips. Puis si on parlait du prochain voyage, là, qu'est-ce qui serait dans ta mire pour la prochaine destination? Pour faire un voyage de moto. Voilà. C'est tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de mon entrevue avec Luc sur les voyages en moto. Ciao! Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partoutdanslemonde@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast.